Bonjour, bienvenue à l'ENSI, les ateliers, l'École nationale supérieure de création industrielle. Nous avons aujourd'hui le privilège d'assister aux soutenances des masters spécialisés Sustainable Innovation by Design et nous commençons par la catégorie professionnelle qui passe le titre en VAE, en validation des acquis de l'expérience. Nous allons entendre Tom Ebrard nous présenter son parcours et son mémoire, le soutenir devant le jury qui est composé de Giuseppe Atoma, président, avec les membres de Stéphane Gauthier et Xavier Lesage. Tu as une cinquantaine de minutes pour ton exposé et 20 à 30 minutes de questions du jury. Voilà, à toi la parole, Tom. Merci. Merci Geneviève. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette salle, pas comble, mais quand même bien remplie. Merci à toutes et tous d'être venus. Donc, je m'appelle Tom Ebrard, je suis artiste, designer et enseignant. Et j'ai un parcours, somme toute, assez classique de passage par un bac littéraire à Arpajon, en Essonne, au lycée de Montmichelet, en école d'art appliqué, à l'école, à l'ENSA-AMA, Olivier de Serres, en mise à niveau, en BTS produit, puis en BTS céramique, et une suite de parcours à l'école Boulle, en design d'objets, en DSA. Donc je me présente ici devant vous aujourd'hui après à peu près 10 ans d'activité professionnelle et sorti à peu près après 8 ans, après 8 ans de sortie d'études, de parcours professionnel, pardon. Je remets les choses dans l'ordre. Donc mon inscription dans le master spécialisé Sustainable Innovation by Design à l'ENSI s'inscrit dans le cadre d'une validation d'acquis par l'expérience, comme tu le rappelais. Et pour moi, en fait, il y a plusieurs objectifs à ça. Le premier objectif, je pense que c'est introspectif, entre guillemets, c'est une remontée en réflexion après avoir fait beaucoup, en prenant le temps de penser à mon parcours comme une sorte de chanson accumulative, j'aime bien le penser comme ça en tout cas, et aussi sur la base de mes implications plus récentes, depuis presque 4 ans, sur un projet spécifique qui s'appelle le tiers-lieu paysan de la Martinière et qui sera pour une bonne partie du cas d'étude que je vais étudier, que je vais prendre dans le mémoire. Du coup, il s'agit pour moi de prendre le temps de projeter des horizons d'implication qui me soient propres. Et plus généralement, il me semble qu'il y a un constat partagé de préoccupations écologiques et sociales qui sont grondantes, et une interrogation qui est celle de qui est pour moi comment construire des parcours de bifurcation, avec quels horizons communs et avec quels projets de société. En somme, s'interroger sur la manière de conduire des transformations profondes de nos modes de vie et de nos manières de nous organiser, qui soient en adéquation avec les enjeux de notre temps. J'ai aussi une perspective de temps long, pour poursuivre sur mes raisons d'être ici. Il s'agit de creuser des réflexions sur le design, et par le design dans ces bifurcations, quitte à remettre en question la discipline, avec la perspective d'une thèse pour nourrir une recherche plus approfondie, qui a émergé un peu avant le mémoire et qui a été confirmée par le mémoire. Entrer dans une démarche de recherche qui contribue donc à alimenter et à faire écologie politique, et avec, me concernant, un désir de construire des projets d'éducation pour le monde qui vient, qui me semble assez instable. Il s'agit aussi donc de mener une réflexion sur l'éducation, les enjeux cruciaux pour moi d'éducation des cursus initiaux et continus, et d'interroger le rôle et la place de la recherche, et in fine de s'interroger sur ce que ça signifie faire école. En préambule, je dois dire que plus j'avance dans l'élaboration de contextes apprenants, et on va le revoir pendant le mémoire, et dans le travail artistique et de design, puis il me semble que nous sommes à la veille de grands changements de paradigme en matière d'éducation, de modèles d'organisation et plus généralement de mode de vie. Pardon, j'avais oublié la slide. Voilà, donc la présentation elle va se constituer en 3 parties. Le parcours professionnel, la soutenance de mémoire et 30 minutes de questions-réponses avec le jury. Je vous ai laissé sur la table une fiche pour le jury. J'ai laissé à Lucie, tout à droite, des fiches à faire passer dans le public. Cette fiche, c'est une sorte de parcours de cette chanson accumulative que j'ai essayé de détailler sur plusieurs aspects, les différents projets que je vais traverser tout de suite, les collectifs d'implication et les personnes avec qui j'ai entamé des compagnonnages qui souvent continuent,
les phases de design que j'ai essayé de qualifier, sur lesquelles je vais revenir durant le mémoire, une part des grandes notions qui sont comme une espèce de, justement, de parcours de recherche que j'identifie plus depuis 8 ans que depuis 6 mois ou 1 an que je réfléchis à une thèse, et une part aussi de phase spatiale, vous le verrez, parce que la thèse s'intéresse à cette question de déplacement territorial. Je voulais aussi du coup remercier, avant de commencer, le collectif, et donc notamment une part des personnes qui sont compagnonnes et compagnons qui sont dans la salle, en réalité. Parce que plus que des collègues, ce sont des compagnons de route et des partenaires d'apprentissage réciproque qui viennent souvent d'autres disciplines et dans lesquels, du coup, il y a eu des échanges assez forts. D'emblée, tous mes projets se construisent en collectif et tous mes projets sont apprenants. Ils naissent du désir des uns, des unes, des autres, de croiser et d'apprendre en faisant. Je crois qu'on partage toutes et tous ça. Et je vais bien sûr m'attacher à décrire mon rôle dans chaque projet, mais je souhaitais rendre hommage à cet esprit collectif qui me semble être plus qu'un nouveau mode de travail, en réalité d'être plutôt une condition d'advenir pour moi et de grandir dans le design, mais aussi au-delà. Voilà. S'il était un mémoire ou une thèse qui s'écrivent en collectif, je pense que ce serait sans doute la forme que je choisirais. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais déjà, dans le design, il me semble qu'il y a des manières de faire intéressantes. Je vais donc commencer sur mon parcours professionnel et sur cette question des compétences. Il y a 2 formes qui se côtoient dans le dossier. Il y a les fiches de compétences. Donc le dossier, pardon, c'est le petit mémoire professionnel que je vous ai laissé sur la table. Il y a des fiches de compétences sur lesquelles je vais revenir et qui vont être présentées à l'écran. Mais il y a aussi une partie narration qui me permet d'éclairer l'association des compétences et des partis pris de mon parcours d'engagement par la pratique. Voilà, donc je ne sais pas à quel point vous en aviez pris connaissance, mais je pense que c'est aussi éclairant, vu que je parle de chansons accumulatives. Je voulais commencer par vous faire la lecture de cette introduction de mon parcours professionnel, pour remonter peut-être à la source que j'ai essayé d'écrire de ce qui serait mon parcours et mon envie d'être designer. Petit et jusqu'aux études supérieures d'art. Petit et jusqu'à ce que Paris me prenne, pour paraphraser mes amis restés au pays, j'ai construit des cabanes dans mon sud-Essonne. Nous étions 15, autant que je me souvienne. Chaque été, dans ce bois, sous l'aéroport de Cerny, si près de la maison de Hans-Walter Müller, au creux de cette butte boisée, au plat plateau qui a accueilli les premiers vols de l'aviation française et en accueille encore la mémoire volante, nous construisions une micro-société, d'abord faite d'un collectif de charpentiers, empiriques, amateurs, de l'école de la vie du dehors. Le principe était simple. Dès que le bâti principal était dressé, nous fourmilions de spécialités dans un esprit d'auto-organisation. Menuisier, sculpteur sur bois, ferronnier, chasseur au collet, BMXeur, chef barbecue. J'étais le plus souvent sculpteur, chargé d'écrire sur les choses de bois, des symboles de notre société imaginaire. À l'hiver, les chasseurs détruisaient systématiquement la cabane contre notre gré pour se chauffer avec notre bois. Ce qui nous permettait de repartir d'une page blanche armée de toute notre créativité architecturale et collective l'année suivante. Quand je suis parti étudier, je les ai toutes et tous perdus, ces amis. Et elles n'en voulaient pas de Paris et de son monde dans lequel je me suis plongé. L'utopie était forte et la reproduction sociale aussi. L'esprit du collectif a survécu à ma mémoire et continue de m'habiter comme une manière de faire monde. Mes expériences continuent perpétuellement d'éclairer ces derniers moments à faire projet ensemble. Très tôt, en fait, dans mon parcours professionnel, j'ai identifié le design comme quelque chose qui était la possibilité de parler le langage des objets. Voilà. Je me suis dit, il y a quelques années, pendant mes études, qu'en fait, le langage des objets est omniprésent autour de nous, mais qu'en réalité, il est très peu parlé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a pris très tôt à Boulle, par exemple. J'ai été pris dans les milieux maker et hacker. À ce moment-là, j'ai découvert les Fab Labs et les espaces de faire par le collectif. À ce moment-là, j'ai été persuadé qu'en fait, c'est la magie technologique, entre guillemets, qui m'attire. Et je découvre au détour d'un projet de diplôme que c'est en fait pas du tout ça, plutôt la question de ce langage des objets qui me préoccupe. Je suis bien intéressé par les techniques, mais surtout par leur accessibilité. Le rapport technocritique qui offre une vision plutôt ouverte, plurielle de l'objet,
que je découvre en fait du coup avec ces milieux hackers. A l'inverse, un certain rapport à l'objet non opérable, coûteux et jetable me semble assez peu pertinent. Il me semble qu'un futur des objets serait qu'il soit vecteur de lien social, modifiable, réparable. Je découvre Ivan Illich, la convivialité, vous en avez entendu parler ce matin. Je me demande pourquoi l'électroménager n'est pas aussi réparable qu'un vélo. Et du coup, je décide un peu de me saisir de ça. C'était peut-être ma première contribution. Ça donne un projet de diplôme qui s'appelle Faire savoir, où d'un côté, en fait, je construis une machine réparable avec cette idée qu'elle soit compréhensible, et de l'autre côté, je construis un manuel d'utilisateur qui est une sorte de, en fait, qui est en réalité le condensé d'une stratégie pour faire émerger des amateurs éclairés, comme je les appelle, des personnes capables, comme on se délecte d'un bon vin, de se délecter d'un objet technique. C'est un entrelacement entre l'histoire coloniale du grain de café, la machine à vapeur, les composants électroniques, les bonnes recettes de cuisine pour faire des bons cafés. Je le formule à l'époque ainsi. Pourquoi les objets sont-ils conçus comme des serviteurs plutôt que comme des compagnons, c'est-à-dire comme des entités non humaines qu'on entretient, qu'on se transmet, bref, avec lesquelles on vit? S'ensuit une sorte d'étude ponctuée, une sortie d'études ponctuée entre des activités de collectifs d'art visuel, Oyer Art Label, dont je reviendrai parler plus tard, que j'ai fondé en 2014. Donc c'est cette activité qui a commencé pendant mes études. Et l'implication dans un makerspace récent qui venait d'ouvrir à l'époque, qui s'appelle Villette Makers, au cœur du parc de la Villette, où je pousse en réalité plus loin ce projet pendant les 2-3 années à venir. Pour moi, il y a quelque part là-dedans une tentation de l'entrepreneuriat en fait, qui naît. À l'époque, l'idée ressemble à faire une entreprise d'électroménager et de mobilier sur la base de ce langage d'objets que j'ai développé, changer le monde par une entreprise vertueuse en disséminant à qui veut l'entendre ses possibilités de faire autrement. L'implication directe de ce lieu collectif ajoute une dimension réflexive sur les modes de production distribués, puisqu'il s'agit bien d'un lieu qui se constitue autour de ces réflexions-là. À l'époque, c'est envisagé comme un avenir de l'industrie dans une ville productive. Je suis rejoint par Quentin Yprex, ingénieur polytechnicien, qui lui est connaisseur des modes de production et d'organisation, et qui cherche à créer des tech bakeries, entre guillemets, des échoppes d'assemblage de biens, de consommation, qui sont conçus comme des terminaux de cuisson de boulangerie en réalité. On est du coup sur un langage des objets et de systèmes d'organisation qui s'élaborent, et je réalise un premier projet qui s'appelle Triéthique, où je découvre la gestion client. Je suis un peu auteur, compositeur, interprète en réalité de ce processus, puisqu'il s'agit de dresser le cahier des charges, de concevoir, de prototyper, mais aussi élaborer des stratégies en économie de la fonctionnalité, que j'appelle pas comme ça à l'époque, comme ma cafetière s'appelait pas low-tech à l'époque. Il s'agit aussi de travailler sur le lien avec une production internalisée, intégrée dans une logique d'ESS, et en l'occurrence d'insertion, et qui font de ce projet une expérimentation assez passionnante, instructive, où le design prend des reliefs divers de la conception au pilotage de projet. C'est une démarche qui se reproduira sur le projet Loop Lab, que je réaliserai avec Villette Makers, où j'aurai à nouveau un rôle, quoique plus stratégique, de conception d'un concept général, de lien partenarial pour faire évoluer les mentalités de l'entreprise TerraVox, pour laquelle on réalise ce prototype. Dans cet objet, qui sera en fait une remorque de recyclage de plastique plutôt artisanale, on se constitue autour d'un projet open source qui s'appelle Precious Plastic, et avec Samuel Rémy, on réalise cet accompagnement du directeur de la structure, et on pilote une équipe de projet, notamment d'ingénieurs, pour réaliser les machines. L'enjeu, ce qu'on imagine, c'est que les quartiers de Seine-Saint-Denis auxquels on dessine ce dispositif pourraient être des écoles faisant émerger des artisans recycleurs ayant leur économie et leur savoir-faire propre. Toujours dans la veine de l'économie circulaire, ce qui est du coup ma marotte de ce moment-là, je développe avec Célestine Peuchot, Thomas Riem, à Villette Makers et sur l'initiative de Samuel Rémy, un travail autour de l'exposition Nouvelle Vie, dans lequel cette fois on démontre plutôt que cette économie circulaire peut se déployer à l'échelle d'un espace, notamment en réalisant une scénographie de réemploi majoritairement et majoritairement réemployée. J'ai pourtant, dans ce parcours, pas oublier de viser l'ordi, j'ai pourtant dans ce parcours des frustrations qui apparaissent, notamment au moment où j'essaye de transformer en réalité une aventure de joint venture avec un grand groupe de recyclage
et que je me retrouve en bonne incapacité à changer les cahiers des charges. La démarche entrepreneuriale me semble limitée et limitante, et la sensation qu'une partie des enjeux afférents à l'écologie ne sont pas traités me conduit au besoin de penser et d'agir autrement. Je m'interroge à l'époque sur cette question, qui se paraît assez simple comme ça, comment transformer les cahiers des charges. Voilà. Et par ces quelques mots, je constitue en fait un modèle d'activité qui mêle art, design et enseignement, avec l'idée formulée de créer des imaginaires pour un futur souhaitable, les mettre en action et les diffuser. Je travaille à l'échelle de l'art, du design et de l'enseignement. C'est à ce moment-là qu'émerge cette idée-là. Et qui en fait est aussi une conciliation des envies et des besoins que je ressens très clairement. Et il s'agit du coup de penser par l'art en se déliant d'un certain nombre de contraintes, d'allier pensée et formalisation, expérience vécue et sensible, recherche esthétique, de réunir, voire de faire mouvement, par exemple par de la curation, j'y reviendrai juste après, par le design, de concevoir des objets et des modèles d'organisation au cœur de contraintes matérielles et organisationnelles, de faciliter l'insertion de dynamiques soutenables par l'intelligence collective, ou encore d'influencer des décisions par des enquêtes, des diagnostics, des rapports. Une vision qui est assez large en réalité du design. De l'autre côté, la question de l'enseignement m'intéresse parce qu'il s'agit de transmettre une nouvelle vision du design cohérente avec notre temps, d'étendre les recherches auprès d'étudiantes et d'étudiants en cursus initiaux, ou encore de construire une culture du design et des enjeux écologiques auprès de publics professionnels ou en reconversion. Pareil, j'y reviens. Je suis là-dedans, toujours engagé auprès des Fab Labs et Makerspace, toujours à Vietmakers, et je m'engage comme femme manager, en réalité chargée de stratégie et de déploiement d'un projet à l'école d'architecture de Versailles. Il s'agit de concevoir la stratégie et de piloter le développement de leur Fab Lab, qu'ils imaginent comme une porte ouverte vers l'extérieur. Ils souhaitent réaliser une école ouverte sur leur territoire. Le Fab Lab, le faire ensemble, peut être une manière de faire découvrir l'architecture. À ce moment-là, et dans cette veine, dans cette recherche d'élaboration d'un cahier des charges, je rencontre Samuel Chabret, avec qui on fera assez largement aboutir, je pense, certains désirs de changer de mode d'action. Lui vient plutôt des sciences politiques et moi du design. Là-dessus, un des premiers projets qu'on qualifierait de design stratégique qu'on met en place ensemble, dans lequel on travaille en tout cas, et pour la MGEN, dans laquelle on découvre mutuellement nos compétences et complémentarités en construisant une approche d'accompagnement en design thinking pour faire évoluer des offres de l'entreprise. En gros, il s'agit notamment de leur transmettre les outils et compétences pour en faire des ambassadeurs de projets en interne. Il y a aussi le collectif des possibles, au sein du collectif WeShare, que j'ai rejoint plus récemment à l'invitation de Samuel. C'est une dynamique citoyenne qui est animée autour de la précarité énergétique et qui pose cette question, comment mettre au service d'une communauté d'habitants pauvres du territoire des indépendants issus de sciences politiques, de sciences sociales, du design, pour permettre de résoudre un certain nombre de problèmes liés à leur précarité énergétique. Il s'agit autant d'agir en plaidoyer, en solution directe, que dans la création d'un collectif. J'accompagne du coup les équipes de WeShare dans un projet qui existe déjà depuis 2 ans quand j'arrive. Notamment, je conçois plusieurs dispositifs et je pilote le projet de documentation des expériences vécues au profit d'un plaidoyer national. Toujours, et peut-être comme justement lien entre design et enquête, expérimentation et travail inspirationnel, le projet Vers une culture low-tech sera un condensé de cette approche que je commence à élaborer. Avec Vietmakers et Azimio, pour l'ADEME, on accompagnera les équipes du parc et de la Grande Halle de la Villette dans une réflexion sur les low-tech comme modèle organisationnel pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Pour ce faire, on produira une exposition inspirante, des ateliers et rencontres avec des artistes et un livre blanc, Vers une culture low-tech, destiné au monde de l'ingénierie et des politiques culturelles, et qui seront regroupés en un site faisant lui-même démonstration de sobriété. À peu près dans la même foulée, on travaillera autour d'un projet qui s'appelle Pacte, toujours au sein de WeShare. La démarche sera alors d'essayer d'influencer les acteurs publics par un commun numérique. Et ça nous semble assez prometteur à ce moment-là. On est à peu près dans la période Covid.
Et Samuel qui a rencontré Collab Studio, une entreprise d'intelligence collective au service des collectivités et des territoires. Il propose d'imaginer un parcours de compagnonnage autour de pionniers de la transition. On rencontre alors 3 grandes villes connues pour être pionnières, Grande-Synthe, Montsartou et Ungersheim. Et avec Chloé Gaspari, à l'époque chez Collab Studio, et Clotilde Sauvage de WeShare, on conçoit des parcours numériques qui restituent ce qui fait culture dans les transitions. Il s'agit en fait d'une sorte de démonstration pour dire que les transitions écologiques et sociales ne sont surtout pas que techniques et organisationnelles. Sans en être rédacteur, je coordonne alors la partie documentation multimédia et je contribue aux démarches d'intelligence collective du groupe. Une méthode qui sera en fait transférée ensuite au CEREMA, qui sera un des projets dans lesquels on sera impliqué dans un contrat plus large de R&D qui vise à ce que la structure puisse répondre à son nouvel objectif, qui est d'accompagner les territoires dans le défi et l'adaptation au changement climatique en apportant des solutions sur mesure, notamment aux collectivités. Parallèlement à ça, toute une pratique que je me permets de remettre un tout petit peu ici, parce que mine de rien, elle est entrelacée, consiste à continuer de faire œuvre pour alimenter des réflexions et des dynamiques collectives. Avec Samuel, on part en route pour la Corse, on prend un ferry et on s'intéresse au Fab Lab Corse, qui nous demande de mener une approche réflexive et d'influence dans lequel on pourra créer un support citoyen autour de cette idée d'une île qui aurait à nouveau une souveraineté productive grâce au développement des Fab Labs. Et donc, on joue par le truchement d'une carte truffée de symboles, d'une série de podcasts, un jeu de rôle, et on invite les habitants à imaginer ces espaces collectifs et comment est-ce qu'ils pourraient mêler apprentissage, production, rencontre pour aller vers l'horizon d'une souveraineté insulaire. Je vous parlais d'Oyer tout à l'heure. Au sein du collectif d'art visuel, qui lui a continué d'exister pendant que moi j'essayais plein d'autres choses, Paul Vivien, qui est avec moi un des cofondateurs de la structure, m'invite à créer un projet pour un festival qui s'appelle La Part Belle et qui a lieu à Sarzeau en Bretagne en 2019. La Part Belle nous met un petit peu au défi de faire un mapping monumental low-tech. Et donc à ce moment-là, ça me raccroche un petit peu avec cette idée que les arts visuels, le mapping, peuvent faire récit collectif, populaire, dans l'espace public. Et ça me donne l'espace pour explorer des nouvelles voies techniques et peut-être organisationnelles alternatives. J'embarque donc à nouveau avec lui. Et à ce moment-là, à plusieurs niveaux, sur plusieurs volets du projet, je formule des défis stratégiques, des propositions de développement qui sont soumis au collectif réuni, qui d'abord est composé avec Paul, mais ensuite avec Damien Fribourg, qui nous rejoindra plus tard. Il y a en réalité 1 an et demi. Du coup, le projet se développe en intégrant des enjeux tels que faire œuvre par une dynamique artistique collective, qui est une sorte de défi quand même, réaliser un commun open source, la machine et ses documentations, créer des œuvres immersives, interactives et participatives. Et tout ça se fait non sans ironie, en réinventant le rétroprojecteur, ce bon vieux rétroprojecteur d'école. Le projet est donc ancré dans une sorte de démarche technocritique qui, à mon sens, défend cette impossibilité d'un passé technologique. Après des années d'émergence numérique, dans lequel on a largement contribué avec des logiciels et des solutions toujours plus complexes, je fais d'un rétroprojecteur un dispositif pour le spectacle qui signifie nécessairement en fait, le réinventer. Et c'est une conviction qui me poursuit, on le verra par la suite, cette idée de technocritique et de l'impossibilité d'un retour vers le passé. Je continue à ce moment-là d'expérimenter et de transformer par l'éducation. Pendant ce temps, en fait, je suis enseignant à l'école Boulle en contractuel et cet ensemble d'expériences m'influence beaucoup sur la manière dont on pourrait enseigner le design à des étudiants en licence. Sur 3 ans, je construis en fait une stratégie d'enseignement des enjeux écologiques et de la redirection du design et des métiers d'art, avec notamment comme piste de reconfigurer les disciplines socles en fait, de cette formation, que sont la technologie et matériaux, les outils et langages numériques, ou encore quelques dynamiques partenariales.
en technologie et matériaux. Ça devient l'occasion d'enquêter sur les objets, de les démonter, de comprendre les infrastructures techniques invisibilisées. Ça devient aussi l'occasion de réfléchir à ses implications de designer, faire une sorte d'introspection pour les étudiants qui sont en présence, se demander pourquoi ils sont là par rapport à ce contexte. En outils et langage numérique, il y a là cette idée de la représentation et de l'appréhension des outils pour, par exemple, représenter des filières ou pour faire du design fiction autour des aléas climatiques. Donc toutes ces occasions techniques d'apprentissage, toutes ces disciplines socles sont en fait des occasions d'explorer un certain nombre des interdépendances, des plis, des filières dans lesquelles s'insère une pratique du design, en l'occurrence d'objets ou de produits. Dans les partenariats, je fais par exemple venir le Loop Lab, où je travaille autour de techniques en workshop interdisciplinaire en deuxième année, sans électricité, pour mettre au défi les étudiants de changer d'habitude sur le travail du bois. On construit avec Gaël Kiktef, Samuel Rémy, Daniel Assayag une formation qui s'ancre dans le programme Paris Fabrique, construit par Pôle emploi et la mairie de Paris, notamment pour adresser les publics ayant une forte expérience professionnelle et un peu une quête de bifurcation. On construit un programme qui est en 3 temps. Cette idée de programme sur 3 mois, donc c'est ultra intensif, vous allez voir, c'est d'accompagner en fait les étudiants à l'appréhension des enjeux théoriques et des données chiffrées liées à l'économie circulaire, mais aussi du coup aux crises climatiques, de se constituer comme connaisseurs dans un projet partenarial et d'élaborer un mémoire personnel et de positionnement professionnel. Je contribue du coup à l'architecture de la formation et au pilotage de la première promotion. Je continue à y intervenir comme prof. Et cette formation est du coup encore en place et continue d'évoluer avec les équipes de Viet Makers. Dans ce parcours d'interrogation autour de la formation, je croise la route de Lucie Marinier au CNAM, qui est détentrice récemment de la chaire Ingénierie de la culture et de la création, à ce moment-là, maintenant ça y est, elle m'invite, suite à cette rencontre et suite aussi à la lecture de Vers une culture low-tech, à contribuer par plusieurs aspects à un rapport PIA, plan d'investissement d'avenir, initié post-Covid dans le cadre des plans de relance. C'est pour moi une occasion d'essayer de m'exprimer dans ces vocabulaires autour de ces enjeux de mutation qui, selon les intentions de Lucie, doivent croiser mutation écologique, numérique, nouveaux lieux de la création avec art visuel, design, tiers-lieux, etc. Je contribue à l'élaboration opérationnelle du projet, de certaines méthodes d'intelligence collective, à l'enquête et à la rédaction des parties design, tiers-lieux, ainsi qu'à la mise en forme des documents et de leur diffusion. Le rapport est à ce stade, pour moi, une autre manière de tenter de faire évoluer le monde de l'éducation. Enfin, je m'arrête là pour le parcours professionnel, parce que je vais en reparler après. Je suis depuis 2019 engagé dans un projet associatif qui est situé sur une ferme paysanne dans le bassin de vie roannais et qui s'appelle le tiers-lieu paysan de la Martinière. Progressivement, en fait, les expériences de terrain que je vis là-bas décalent le regard, et je vais y revenir largement. Pour le dire un peu de manière raccourcie, les actions qui ont lieu là-bas sont assez diversifiées et j'y trouve de l'engagement, de l'inspiration, de l'intergénérationnel, un lien avec des productions assez essentielles, puisqu'on est sur une ferme en activité, et un rapport au collectif, au faire ensemble, aux pensées et au faire école, assez partagé par toute cette équipe. C'est aussi certainement le lieu de l'élaboration d'une posture politique qu'aura manqué et qu'aura été une recherche durant ces presque 10 années d'activité, et que je vais essayer de défendre à travers le mémoire qui vient tout de suite. Ça va? Vous avez une journée dans les pattes quand même. Bon, le mémoire s'appelle « Design et territoire pour une approche politique du design dans les redirections écologiques et sociales des territoires ruraux ». Pour reprendre un petit peu l'intention, reprendre mon parcours présenté jusque-là et qui se conduit comme une accumulation, c'est en fait vous partager un peu une démarche de recherche qui s'est constituée de curiosité. Et ce travail de VAE, du coup, c'est une espèce d'introspection, mais c'est aussi une manière d'essayer d'assembler les morceaux voilà, entre ces pratiques de l'art, ces pratiques du design et ces pratiques de l'enseignement.
ça m'a amené à traverser mon parcours des pratiques du design d'objets, mais aussi du design d'organisation. Et un peu en recherche, comme vous l'avez vu avec cette idée de cahier des charges, qui peut-être était un peu limitante, en recherche de modes opératoires pertinents pour faire évoluer nos modes de vie. Ça m'a aussi conduit à changer de territoire d'implication géographique, donc notamment depuis 4 ans. Vous pouvez le voir sur la frise, j'ai essayé de le matérialiser tout en bas, sur la ligne marron. Voilà. Et ce mouvement, il a été au départ intuitif, ce départ vers la ferme. En fait, à l'occasion du premier confinement, on part avec Samuel, Roxane et moi, nous installer sur la ferme des parents de Samuel. C'est un départ intuitif, mais ça m'a conduit à poser plus loin les interrogations sur la place du designer et ce qu'on appelle le design, dont l'acception, en tout cas, il me semble, s'est élargie ces 20 ou 30 dernières années. Dans ce mémoire, je prends donc le temps de travailler d'une part sur ce mouvement, qui m'a en quelque sorte décentré et recentré ailleurs, mais aussi sur la question du design en lui-même. Qu'est-ce donc et est-ce que ces différents courants qui se côtoient, du design d'organisation, du design d'objets, est-ce qu'ils cohabitent bien ensemble? Est-ce qu'ils peuvent travailler de concert pour tenter de contribuer à façonner une société écologique? Comment est-ce qu'on peut se préparer et est-ce que de ce parcours que j'ai mené se dessinent des horizons en matière de posture, en matière de méthode, en matière d'implication du design pour contribuer à des changements de société? Ça, c'est une manière de reformuler la problématique qui guide ce mémoire et qui ne rentrait pas de manière jolie sur cette présentation. Donc, le mémoire, il est composé en 4 parties. Une première partie d'introduction et qui, en fait, se constitue d'un constat général d'une problématique et d'hypothèses. D'une première partie, en réalité, de méthodologie, présentant la méthodologie adoptée, ses mises en perspective, notamment vis-à-vis de la question de la recherche en design et de son implication sur des territoires. Un cas d'étude autour du tiers-lieu de la Martinière et de 3 expérimentations choisies. Une analyse, en 3e chapitre, permettant d'interroger l'implication du design sur les territoires, de présenter une posture nouvelle et 2 approches pratiques, et d'une conclusion qui relie constats initiaux et hypothèses et qui tâche d'en conclure des horizons pouvant alimenter des pratiques de design, d'éducation et un projet de thèse. Il y a aussi des grilles d'analyse que je souhaite vous présenter avant le mémoire, qui sont transverses et qui témoignent de mes partis pris, il me semble. C'est notamment le cas de la notion de police. En fait, j'essaye de travailler sur cette notion de politique que vous avez pu voir dans le titre et de la relier à design. Ça fait l'ossature du mémoire. La notion de police, elle est définie par 3 aspects. Une donnée sociale, qui est ici citoyenneté, comprise comme une communauté d'ayants droit. La police comprise comme une entité politique et même comme le cadre de l'émergence du politique, cette idée de citoyenneté. Une donnée spatiale, cette idée que la politique, ça se constitue en un site qui noue de manière inséclable une ville à son territoire et un écosystème. La politique comprise comme une entité physique, que je nomme ici territoire. Et cette idée d'un État souverain, la police comprise un peu comme la gouvernance de tout ça, que je nomme ici gouvernance. Ça commence donc par une sorte de prise de recul théorique que je pose dans le chapitre méthodologie, mais ce prisme m'a permis d'évaluer et d'ordonner une partie des cas d'études que j'ai choisis par la suite. J'en ai choisi 3, chantier participatif, ferme école et Fab Lab rural. Et à chaque cas pratique que j'analyse, pendant donc, ce chapitre cas pratique, j'essaye d'adresser 3 horizons. Celui de subsistance pour répondre à cette notion de citoyenneté, celui de biorégionalisme pour répondre à cette question de territoire, et celui de technocritique pour répondre à cet enjeu de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il me semble, et je crois qu'on le partage, cette perspective avec une partie des partenaires qui sont là, que l'écologie ait besoin de se projeter dans des projets qui font rêver, dans des utopies, certains diront. Pour passer de l'utopie à un projet partagé, mettre en vis-à-vis 3 cas pratiques avec 3 grands horizons de société m'a semblé assez éclairant. Du point de vue du design, il me semble que cette discipline de la projection est justement en quête d'horizons ayant un pendant pratique.
et que ça pourrait être inspirant pour des personnes qui cherchent à bifurquer ou encore pour trouver des voies de contribution du design à des projets politiques rassembleurs. Si le design dessine à dessin, elle n'était pas facile, à quel horizon de société semble-t-il bon qu'il se rattache pour poursuivre l'objectif d'une bifurcation écologique? Il me semble qu'il y a une seconde trame complémentaire qui traverse ce mémoire, en écho de mon parcours, qui consiste à ne pas dissocier design méthode et approche des organisations du design objet et de service, mais de les réorganiser dans un schéma qu'on pourrait qualifier, à mon sens, de post-capitaliste. Il s'agit de trouver une voie pour sortir de la commande, en quelque sorte de se demander comment le designer peut organiser son activité relativement à sa participation politique, plutôt qu'à une expertise rattachée aux segmentations industrielles historiques. La question est posée en introduction, et elle se matérialise dans la diversité des pratiques dans lesquelles je me trouve impliqué à la Martinière. Elle est travaillée aussi dans la partie analyse comme une composante de l'évolution du métier de designer. Je vais m'attarder maintenant sur les chapitres que je vais essayer de traverser et je vous laisse du coup sur la présentation quelques éléments de guide qui correspondent à ce que je vais vous dire. L'introduction reprend les constats essentiels, la crise du Covid qui met à nu nos dépendances et le manque de souveraineté alimentaire, énergétique, productif de nos territoires, et qui fait du même coup de l'écologie un sujet incontournable. La prise en compte des jeunes générations en quête de voies alternatives qui interrogent les institutions, entreprises et l'éducation, avec l'attention duelle de préparer les jeunes générations au monde qui vient, ou de répondre à des besoins présents en matière d'emploi. Le rôle du design comme agent transversal historique de l'industrie qui s'intéresse à l'élaboration de nos modes de vie, mais qui manque de culture et d'éducation politique permettant de choisir de manière éclairée ce à quoi il participe. Dans ce cadre, l'implication des territoires ruraux par les démarches de design de politique publique ou d'autres fait figure de révélateur. Que fait le design à la campagne? Prend-il le relais du développement territorial et de l'architecture? Pourquoi? Comment? Et du coup, quels défis pour la discipline? La partie méthode s'attarde sur 3 aspects. Le design comme fait politique, premièrement. De William Morris et ses multiples productions de type plaidoyer, littérature, création, aménagement intérieur et entreprise jusqu'à maintenant, la préoccupation des modes de vie est intrinsèquement liée à nos modes d'organisation et à nos systèmes de production. Cela est par exemple limpide dans l'ouvrage de William Morris, Nouvelles de nulle part. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je vous invite à le lire. On perçoit bien comment changer de rapport à l'objet et aux déchets, par exemple, demande un effort de transformation systémique. Dans ce développement, je m'interroge notamment sur ce qui pourrait permettre des transformations profondes et ce qu'est le design et ce dans quoi le design pourrait être agent. Cela me conduit à m'interroger sur la manière de transformer le design en lui-même et donc à la question de la recherche en design. La recherche étant ainsi définie dans le mémoire et par les auteurs cités comme un moteur de l'évolution de la discipline par elle-même ou pour la remontée en réflexion de pratiques de terrain vers une pratique généralisée de design. Mon questionnement sur l'implication de la recherche et en ce sens les démarches de recherche en design prend du coup une place importante dans la méthodologie. Mais dès lors, en fait, il y a pour moi une perspective critique qui est à mettre en place. Je souhaite entretenir avec le design cette perspective critique qui me pousse à m'interroger sur la posture du designer avec 3 grandes orientations qui sont connues et qui ont été documentées sur le design. La première, c'est la recherche-projet, la deuxième, c'est la recherche-action, et la troisième, c'est la recherche-création, qui me semble intéressante. La recherche-projet est définie comme cette idée de penser mieux le dessin, l'objectif de mes actions en aval des projets de conception et d'orientation de pratique. La recherche-action est définie comme cette idée d'observer des milieux et des pratiques en essor. La troisième, la recherche-création, comme développer des artefacts et situations de façon concomitante à la recherche par le biais de la création. Mais il me semble, et ça fait écho au débat sur la notion de participation observante qui anime le secteur de la recherche, que dans le cas que je présente, cette idée de l'action-recherche serait plus appropriée. Et je tiens à cet inversement des notions. Je me questionne du coup sur l'implication des chercheurs au cœur de leur terrain, et je trouve finalement dans cette idée que l'action précède la recherche
une perspective qui est assez nécessaire. Je me questionne du coup sur l'implication des chercheurs au cœur de leur terrain, et je trouve finalement dans cette idée, pardon, je vais me répéter. Il s'agirait que la recherche contribue à ces terrains, et ça m'habite à partir du moment où en fait je commence à l'écrire, et qu'elle ne soit pas dans une démarche extractiviste, que le chercheur ne puisse pas se contenter d'être simple observateur et analyste, restituant dans les milieux académiques et au profit de processus de décision extérieurs au territoire. Il laisse dans ce cas-là, le chercheur, son expertise dans des espaces de la politique experte. Et il me semble que, justement, sur ces questions de gouvernance, il s'agit justement de retourner la chaussette. Cette notion du coup de participation observante est assez importante pour moi. Je présente mon parcours d'implication au tiers-lieu de la Martinière et d'une part, cette perspective révèle que le chercheur n'est pas seul. Je viens en tant qu'observateur, mais je suis bien d'abord dans la participation. Je participe avec Françoise, avec François, avec Samuel et avec un collectif. Le chercheur n'est donc pas seul, mais très bien entouré, et qu'en fait, il pense et il a toujours pensé avec, et qu'il est important de faire exister cet avec. D'autre part, il me semble qu'il montre que la construction de l'analyse se fait dans une approche sensible et contributive qui permet de mobiliser les compétences de la recherche et du design dans une démarche de terrain et ne se constitue donc pas dans la discontinuité d'avec la vie des lieux qui sont traversés. La recherche est flottante, d'une certaine manière, puis prend le temps de constituer des documents qui peuvent, et c'est certainement l'objectif, contribuer à ces milieux par la remontée dans des processus décisionnaires. C'est donc bien l'inverse. Il s'agirait de faire de la recherche un levier de changement de processus de décision politique en partant de la participation de terrain. Le chapitre qui se constitue du coup comme le cas d'étude autour du tiers-lieu de la Martinière. Il se développe en 4 parties principales. La première, c'est une présentation de la ferme. Puis ensuite, il y a 3 types d'implications que j'ai dans le projet du tiers-lieu qui sont développés. Je le disais, le chantier participatif, la ferme-école, le Fab Lab rural. Concernant la présentation de la ferme, il me semble que s'il est bien un parcours inspirant, et je vais essayer de faire honneur à ce que je vous disais à l'instant, c'est le parcours de Françoise et de François. L'un est paysan, l'autre est infirmière retraitée de l'hôpital de Roanne. La socio-histoire que j'ai écrite avec l'aide de Alice Evesi, qui avait fait un mémoire 2 ans avant moi à la boutique des sciences à Lyon, permet de dégager un parcours de vie et d'engagement de Françoise et de François, de multiples formes de projets développés au bénéfice d'une agriculture paysanne et d'un territoire vivant. D'autres diront que, plutôt que faire référence à William Morris, il eût mieux fallu parler d'engagement de ces deux-là pour parler d'implications multiples et d'engagement politique. C'est un passé lié à la Confédération paysanne, au MRJC, Mouvement ruraux de la jeunesse chrétienne, et à des actions de territoire qui vont du marché à la ferme jusqu'à la coopérative d'utilisation de matériel agricole, en passant par la mise en place de formations ou encore de démarches de ferme pédagogiques. Et c'est sur cet héritage que la démarche de tiers-lieu vient prendre racine avant même qu'on ne se le figure avec Samuel. C'est aussi eux la valeur fondamentale du tiers-lieu et qui irrigue toutes ces expérimentations pratiques que je présente. Le chantier participatif, pour le développer, je prends le cas d'étude de la cabane, qui est un petit peu le chantier initiatique de la démarche. On l'a construit juste après le confinement, avec 4 chantiers de à peu près 25 personnes sur un peu plus d'1 an. C'est une cabane pour accueillir les collectifs de passage pour toutes les activités possibles à la ferme. Je me repose pour développer ce cas sur Geneviève Pruvot, qui a écrit sur les chantiers participatifs, notamment dans la revue Topophile, et sur mon expérience liée aux démarches de réemploi, mais aussi sur ma participation observante. Quand je travaille sur la question des chantiers participatifs, j'identifie une transformation des rôles des différentes parties prenantes et un potentiel de bifurcation intéressant.
quelque chose qui fait école et qui peut-être peut transformer les participantes et participants. Une démarche qui se distingue de la logique de commande parce qu'elle redistribue les rapports hiérarchiques, les flux de matière, l'implication des bénéficiaires notamment. Cette pratique est alors rattachée à la perspective de subsistance, en ce sens qu'il s'y construit, et je cite Geneviève Pruvot, il s'y construit bien autre chose que la maison d'un particulier. Dans un chantier participatif, il s'agit de faire lien entre des personnes, de s'inscrire dans une réappropriation de ses moyens de production, et ce faisant, de prendre conscience de nos dépendances dans ce que la sociologue appelle le quotidien politique. Le cas du territoire école, que j'ai ici appelé la ferme école, pardonnez-moi, j'ai fait un petit mix parce qu'on utilise souvent ces deux termes. Dans le territoire école, cette idée de quotidien politique s'est affirmée au fil de la construction du tiers-lieu. Et donc on a collectivement associé cette notion à l'accueil de groupes sur la ferme. Le quotidien politique qu'on développe notamment autour du chantier participatif se retrouve en réalité maintenant dans tout accueil public. Accueillir, prendre soin par le partage d'un quotidien politique, c'est une manière de dire qu'ici chaque geste compte. Chaque action est remise en perspective du monde paysan vis-à-vis du confort urbain et moderne. Si l'approche par le chantier participatif est une démarche d'objet, d'aménagement, qui se joue au cœur de la ferme, la notion de territoire-école nous en fait sortir. La ferme est un lieu d'accueil, le territoire est un terrain d'implication pour des groupes en immersion. Dans cette partie où j'évoque l'implication des formations initiales ou continues autour d'enjeux du territoire et d'acteurs territoriaux, je m'interroge in fine sur la possibilité de faire école en contribuant très directement à des lieux de production de biens essentiels. De manière très directe, faire territoire-école avec des écoles invitées, puisqu'il s'agit d'inviter Strat, l'école Boulle, le Master Stratégie et Design pour l'Anthropocène et autres écoles. Les contributions sont économiques, d'une part. La polyactivité sur la ferme bénéficie à la vente de produits, de gîtes, etc. Mais aussi en matière de pensée et de lien. Il s'agit aussi de faire réseau autour de ces questions de bifurcation, de transition écologique, et de penser, d'alimenter les réflexions de celles et ceux qui viennent, mais aussi de celles et ceux qui sont sur place. Ce faisant, du coup, le territoire école cherche à mettre autour de la table une diversité d'acteurs, partenaires, qui puissent, de manière directe ou à l'avenir, prendre comme terrain des territoires ruraux et construire avec des démarches citoyennes ou des mouvements politiques. Construire, du coup, le territoire école, c'est essayer de faire en sorte que ces personnes en quête d'engagement dans des territoires ruraux puissent peut-être trouver des conditions, des terrains de projet et d'implication par la suite. Réunir des écoles, institutions, collectifs citoyens, c'est comme une sorte de porte d'entrée vers des démarches de coopération territoriale. Cette démarche, dans ce sous-chapitre, est constituée autour d'un horizon, c'est l'horizon biorégional. Ça me permet d'évoquer les logiques de découpage territorial et d'interdépendance locale comme fait politique au sein duquel le designer doit agir et au sein duquel une éducation au design doit s'impliquer. En somme, il ne s'agit pas de faire de la coopération pour en faire, mais de nourrir et renforcer des acteurs territoriaux qui font projet de société écologique à échelle territoriale, qui contribuent à sa gouvernance démocratique. C'est le grand cadre idéal, c'est l'horizon. Le dernier sous-chapitre, le Fab Lab rural, c'est un peu un des moteurs de l'activité initiale parce que c'est l'endroit dans lequel je suis, entre guillemets, mandaté par l'association à la base et par ce projet qu'on monte collectivement. Je suis mandaté pour développer ce Fab Lab rural. Plutôt qu'un espace, en fait, on y développe la stratégie de développement que j'appelle communauté d'intérêt dans le mémoire, qui a en réalité guidé plein de démarches partenariales à la ferme autour de thèmes clés pour des habitantes et habitants du territoire ou pour des personnes accueillies à la ferme. J'interroge, par le fait de l'atelier partagé, la contribution directe du design au territoire et à ses habitantes, habitants, en mettant en garde contre un design manifeste, qu'on a pu expérimenter aussi sur place. Une posture du design qui s'inspire d'environnements qu'il traverse, celle du design manifeste, hein, je définis, et qui en restituerait des projets qui n'ont pas de bénéfice pour celles et ceux qui y habitent. Deux approches me semblent alors à même de participer, entre guillemets, réellement au territoire.
D'une part, la contribution à des structures et initiatives locales qui répondent à des besoins directs et qui renforcent le pouvoir d'action des habitants. D'autre part, l'inscription dans des mouvements politiques qui sont fers de lance d'une vision de société englobante. Derrière cette approche, je dresse du coup la perspective technocritique en ayant envie de la recharger aussi de cette question des organisations plutôt qu'uniquement de la question de la technique. Et du coup, je l'adresse comme un moyen de se réapproprier collectivement des moyens de production et de subsistance dans une perspective locale et distribuée dans chaque territoire. Un peu comme une manière de réouvrir les horizons techniques et du coup les modes d'organisation afférents en faisant avec et pour celles et ceux qui travaillent sur le territoire, ce qui constitue une sorte de défi en réalité. Ah, j'avais oublié de vous faire passer les photos, pardon. C'est donc la cabane. Et c'était donc une scène à la cuisine pour pouvoir aussi parler de ce quotidien politique. Et c'est une vue du Fab Lab pendant la réalisation d'un séchoir solaire. Le troisième chapitre et dernier, avant la conclusion, s'attache à faire une analyse et du coup à remonter sur la question du design. Elle s'attache à prendre du recul et à opérer une analyse sur les expériences issues de la participation observante au tiers-lieu vis-à-vis du design. Cette partie, elle me permet aussi de chercher à définir pourquoi il faut élaborer une culture et une éducation politique pour le design. En faisant le parallèle entre design et paysannerie, dans une perspective politique, je relève une différence notable entre les définitions de quotidien, issues d'un côté de l'urbanisation et de la vie moderne, plutôt la vision quotidienne de Michel de Certeau, et de l'autre côté, un quotidien de la vie paysanne et villageoise, plutôt défendu par Henri Lefebvre. Adossé à une brève analyse de l'histoire du design et de l'écologie, je tire quelques pistes de ça pour l'élaboration d'une éducation politique en design. Et donc c'est ma première sous-partie dans ce chapitre. À la croisée de l'introspection sur mon parcours, d'échanges avec François et de ses analyses, je propose la posture de designer généraliste pour traiter de ces questions de participation politique du design. En résumé, cette posture serait celle d'un aiguilleur, comme le médecin généraliste peut l'être, avec aussi tout le lot de controverses qu'il peut y avoir autour, qui serait chargé de se demander à quoi participe le design et d'orienter les projets selon un certain nombre de pratiques diversifiées qui restent quand même une des spécificités de la discipline. Les approches de design de filière écologique et sociale émergente, pardon, le nom n'est pas du tout encore trouvé, ou encore de design d'écosystème territorial, j'ai même du mal à le dire, me servent ensuite à préciser comment le design stratégique ou encore le design objet pourrait s'articuler au profit de cette posture de design généraliste. Ce faisant, je tâche d'observer comment cette approche de design généraliste, toujours, peut permettre de sortir de la logique de la commande en participant par une multitude d'aspects à faire évoluer une situation donnée, un horizon de société. Dans cette démarche, du coup, je présente le designer comme une espèce d'agent colporteur, à la fois à la croisée de l'art, de l'objet, de l'enseignement, porteur de plaidoyer, tantôt de facilitation, avec cet objectif de transformation, mais donc bien avec aussi ce défi de trouver des horizons de société auxquels contribuer. J'en arrive donc à la conclusion. Et si nos milieux façonnent nos manières de voir le monde, est-ce que l'implication de designers dans ces contextes peut ouvrir les voies pertinentes pour faire société écologique? C'est une question qui m'est venue et qui a inspiré directement d'une de mes phrases préférées de John Culkin, qui dit, à l'ère en fait, de l'émergence des médias, un ami de Marshall McLuhan du coup, We shape tools and thereafter our tools shapes us. Donc nous façonnons des outils et ils nous façonnent en retour. La question serait la même du point de vue territorial, en fait. Du coup, une première hypothèse est que le design et les disciplines de la création appliquée sont convoquées pour formuler des propositions créatives aux défis écologiques et sociaux, que les implications politiques et stratégiques de ces approches sont en conséquence grandissantes. J'essaye d'y répondre en disant que
Oui, mais que dans cette perspective politique, le design doit aussi choisir. Contribuer à renforcer des initiatives de territoire et des mouvements politiques autour de l'écologie me semble souhaitable, et donc il faut s'organiser pour cela. Une autre hypothèse était de considérer que les designers en territoire sont amenés à remettre en perspective leurs actions au prisme de réalités économiques, sociales et politiques. Que l'implication du design dans des territoires, et notamment dans les campagnes, souligne l'importance d'un tournant ontologique de la discipline, tant dans les méthodes, dans les modes d'organisation, que dans ses implications territoriales. Effectivement, il me semble que se territorialiser force à changer de modèle pratique. Mon déplacement territorial, si je reprends moi, mon introspection du moment, c'est donc la rencontre avec une histoire et des lieux d'une écologie matérialiste, paysanne, le changement d'un milieu de pratique qui me conduit à penser que le design doit se constituer autour de lieux de la production de biens essentiels, la sortie de grandes visions de l'écologie au bénéfice de milieux d'implication et de pratique. Et je dis ça, et c'est un travail quotidien que de sortir ces grandes visions modélisatrices. La politisation de mes actions de design vers des collectifs citoyens, des mouvements politiques, etc. Donc j'ai dit non, mais en fait, quand même, ça fait peut-être un peu tournant ontologique. Il faudrait voir. Une troisième hypothèse pointait que les designers ne prennent pas en compte les courants politiques pour lesquels ils sont employés, tout en prenant pour acquis de travailler pour le bien commun. Que l'élaboration d'une culture et d'une éducation politique du design peut ouvrir les débats et permettre d'éclaircir des choix de participation du design à des horizons de société à la hauteur de notre temps. Il me semble qu'effectivement, la volonté du bon et du bien dans le design est quelque chose d'assez ancré, que cette idée d'amélioration de la vie est une démarche qui devient plus faible face aux enjeux de notre temps, et que peu à peu, on est obligé de reprendre cette idée d'une culture et d'une éducation politique qui semble assez lointaine. Contribuer à réorganiser l'appauvrissement des services publics en contribuant à formaliser l'État plateforme, pour le dire très très court, c'est pas contribuer nécessairement aux services publics en réalité. Comprendre et se constituer avec des groupes territoriaux citoyens. Ouais, ok. La dernière hypothèse, c'était sur la déterritorialisation. Je vais la passer assez rapidement, en disant juste, Vinciane Després disait quelque chose d'assez intéressant, je trouvais. La déterritorialisation, elle n'est pas facile, c'est le démembrement d'un agencement. La reterritorialisation, c'est le remembrement d'un agencement. Et il me semble que c'est bien ce qui s'est joué là, dans cette démarche. S'il y a deux choses que j'apprends clairement, c'est du coup qu'il y a un enjeu à se détacher d'un modèle industriel, et quelque chose que j'ouvre à peine, qui est de se défaire de pratiques extractives et non contributives de la recherche, comme du design, et que ça me préoccupe de plus en plus. Je termine sur une posture soufflée par Xavier, celle de la reliance, qui est certainement une caractéristique du parcours, qui est de tenter de trouver la voie de nouvelles formes d'institutions qui se fondent au cœur de milieux de pratique d'une écologie matérialiste. Et mon rôle en tant que designer, futur chercheur, serait peut-être de faire ce geste, en fait de finir par fonder des écoles au cœur des lieux de production essentiels. Je vous remercie. Bien. Et bien, on va commencer par donner la parole au directeur de bras. Bon, moi je me sens déjà extrêmement chanceux d'avoir pu t'accompagner voilà, sur son parcours. Enfin, je dis accompagner, mais ou de compagnonner avec toi, parce que j'ai le sentiment, enfin en tout cas, j'ai même la conviction d'avoir autant appris de toi, peut-être voire même plus que toi de moi. Voilà. Ça, c'est pour souligner quand même le plaisir aussi que j'ai pu avoir avec toi à converser, à controverser. Je pense que ça se voit à travers ta soutenance et à travers tes rendus. Il y a une capacité assez prodigieuse, je trouve, d'absorption et de production.
Là, j'ai l'impression de découvrir un nouveau mémoire. J'exagère un peu, mais quand même. Tu as travaillé encore fort, très fort, et je crois encore très tard, voilà, pour préparer ces soutenances et puis pouvoir nous délivrer, voilà, ce mémoire. Une capacité à penser, repenser, une capacité, je l'ai dit, donc à converser. Il y a énormément d'érudition. Je viens pas du design, mais j'ai l'impression d'avoir été en formation continue avec toi pendant toute cette année. Et j'ai encore redécouvert là, ces derniers jours en te lisant de nouvelles références que je vais pouvoir ajouter voilà, à ma connaissance générale du design. Il y a une capacité aussi à faire projet. Je pense que tu en as vraiment rendu compte à travers ton parcours professionnel. Une capacité aussi, et peut-être première, d'écoute, une curiosité, j'ai l'impression, sans fin. Dans tous nos échanges, tu m'as accueilli les yeux grands ouverts. Il y a une gourmandise comme ça qui est assez incroyable. Donc tout ça pour dire que moi j'ai pris énormément de plaisir à t'accompagner, à compagnonner avec toi. Je pense que à un moment tu présentes le triptyque artiste, enseignant, enfin artiste, designer, enseignant. Je pense que tu as fait la preuve que tu peux vraiment rajouter la recherche à ton arc. J'ai bien aimé d'ailleurs cette image du colporteur. Alors pour faire écho peut-être avec la chanson accumulative, moi je découvre peut-être davantage un troubadour qui passe comme ça de territoire en territoire. Et tu en as fait vraiment le cœur de ton mémoire. Donc vraiment un grand merci et un grand bravo pour ce travail-là. On peut que t'encourager. En tout cas, moi, c'est ce que je peux faire modestement à aller plus loin. J'ai le sentiment d'avoir assisté à une soutenance davantage d'un doctorant au terme d'une première année, voire une première année et demie de thèse de doctorat qu'une soutenance de VAE. Eh bien, qu'est-ce que je dis derrière tout ça, moi? Bravo, oui, effectivement. Et puis en plus, c'est bien parce qu'à la lecture, je me suis dit, ouh là 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 là, ça va être dur de se confronter. Parce qu'il y a beaucoup d'érudition, effectivement. Et du coup, moi, je prends ça en pleine face quand même, parce que je me dis, bah, effectivement, c'est une démonstration que le design est mort. Pourquoi il est mort? Parce que et que vous cherchez derrière à le réinventer, bien sûr, mais moi j'en fais cette conclusion-là. Mais j'ai envie de vous poser du coup la question, vous dites comment est-ce que le design peut s'affranchir de la commande? Comment est-ce que design et politique peuvent réinventer le design, et ainsi de suite. Évidemment, votre pratique artistique, et quand je dis que le design est mort, c'est que je voudrais vous poser la question, dans cette vision que vous avez, est-ce que finalement vous ne parlez pas plus d'un plasticien qui interroge la société, y compris dans cette dimension politique, et pas tant le design? Quelle différence vous faites, vous, dans votre analyse, avec tout le savoir que vous avez, entre designer et plasticien? C'est ma première question, il y en aurait plein d'autres, parce que si on a 3 heures, je pense qu'on a 3 heures d'échange, mais moi ça m'interpelle quand même sur votre démonstration. Je vais rester sur la même slide. Du coup. J'ai essayé de le définir un petit peu en début. Pour moi, effectivement, tout ça reste une matière à création. Et je crois que ce que j'ai eu du mal à trouver au départ de mon parcours, et je pense aussi en école de design, c'est cette possibilité de naviguer entre des mondes. Et que ça s'est fait au fur et à mesure. Donc ça, c'est sûr. Après, j'identifie, peut-être que c'est artificiel, peut-être qu'il faut le remettre en jeu, et ça, je serais ravi d'en discuter. Dans le monde du design, un espace, et qui me travaille beaucoup, en fait, qui est celui du changement réel qu'on va opérer dans la société. Et si le plasticien a bien ce pouvoir de faire écho,
de réfléchir, moi, à mon échelle, à ma perspective, je le prends, le plasticien, comme cet espace aussi d'une liberté assez grande dans l'expression, dans la rencontre, dans la recherche sensible, qui touche à tous les mêmes sujets, mais qui s'affranchit d'un certain nombre de contraintes. Et dans cette démarche du design, justement de ce travail de relier les mondes et de faire en sorte d'exister dans le quotidien des personnes. Alors peut-être que j'ai aussi eu à un moment donné des enchantements par rapport à cette question du plasticien. Je pourrais revenir aussi sur ça, sur cette perspective du design, de l'art social, de l'art et de l'éducation populaire, un certain nombre d'implications. Mais là, je repartirai dans une introspection presque familiale. Voilà. J'aurais d'autres questions après. Vas-y. Non, mais moi, juste, enfin, j'ai pas vraiment de questions parce que j'ai trouvé ce travail vraiment remarquable. Pour une raison, en fait, parce que finalement, je me suis dit, j'ai vu et ça avec un vrai plaisir parce que c'est pas fréquent. En début de dépassement de quelque chose, en fait. C'est-à-dire que pour faire très simple, hein, après on va pas faire toute l'histoire maintenant, mais c'est comme si ces derniers 10 ans, enfin 15 ans, je sais pas, on a assisté à une sorte de confrontation entre une posture design des politiques publiques versus un design commercial, peu importe comment on l'appelle, etc., design/conseil et tout ça. Et franchement fatigant, enfin une confrontation un peu fatigante et plutôt agressive quelque part. Hein. Et là, je lis dans ton document, dans ton mémoire, d'ailleurs une sérénité, c'est-à-dire ça fait vraiment du bien parce que les arguments sont posés avec une fluidité, une légèreté, une modestie, et tout est très bien argumenté. Et c'est remarquable, c'est très robuste, c'est vraiment très agréable à lire. Donc je me suis dit, ça, on commence à discuter. J'ai un peu l'impression, voilà, moi je me suis dit ça, on commence à discuter. Et aussi, ça m'a vraiment, j'ai eu vraiment du plaisir à lire et à entendre des choses sur une posture critique, mais encore une fois sereine, justement. Et ce que tu as mis en conclusion, je trouve ça parfaitement pertinent. Ce qu'on t'a dit, c'est préoccuper à quoi participe le design plutôt que penser que le design est bien et bon. Et ça, c'est vraiment ce que j'attends d'entendre depuis très longtemps. Parce que franchement, je pense qu'on est resté bloqué pendant un moment, en termes de réflexion méthodologique, théorique, etc., sur cette sorte de posture que le design va sauver le monde, il est bien et bon par définition, point. Alors là, non. Et tu as dit aussi une autre chose sur la question du design manifeste, et ça aussi, ça m'a interpellé, parce que voilà, il y a vraiment une réflexion critique vers une posture qui est une posture autoréférentielle, en fait, qui transforme pas, parce qu'elle est plutôt... Voilà. Donc ça, c'est un peu mon commentaire, donc c'est pas une question. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. En fait, je trouve ça. Après, bien sûr, il y aura des questions, mais les questions viendront plutôt dans la suite de ton parcours. Et OK, et maintenant, c'est de dire, OK, si tu as posé des hypothèses, très bien. Maintenant, c'est quoi l'enjeu de passer à l'échelle? Est-ce qu'on le souhaite d'ailleurs ou pas? Enfin, je sais pas, c'est des questions qui se posent. Hein. Et comment, mais bon, tout ça c'est ce qui va suivre et c'est totalement jouissif et voilà, encore bravo. Merci. Merci. Vas-y, je t'en prie. Oui, pour aller dans ton sens, on est vraiment dans les approches réflexives et critiques. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce travail, et t'en rends très bien compte, c'est tu assumes une forme de radicalité qui fait du bien. Voilà, par rapport aux approches qu'on peut entendre. Et on en a besoin. On en a besoin et à plusieurs échelles. Et on en a besoin aussi en recherche. Voilà, on l'appelle de nos voeux depuis un petit moment. Et en fait, tu l'incarnes, je trouve, assez bien. Quoi. Et donc, on attend avec impatience de voir la suite. Vraiment. Alors justement, tu fais le lien avec la deuxième question que je voulais poser, parce qu'elle est sur la suite. Tu as parlé de continuer ça pour faire de la recherche.
Et il y a quelque chose, moi, qui m'a particulièrement intéressé, tu vas voir pourquoi, lorsque tu évoques le fait d'abord de... Comment tu dis? Ah oui, action-recherche et non pas recherche-action. Action-recherche, participation. Voilà, ouais. Alors, ça fait un écho pour moi parce que lorsque j'étais à IBD, la première semaine, je disais aux étudiants, faire, c'est penser. Alors que depuis que vous êtes à l'école, on vous dit qu'il faut penser pour faire. Donc, ça m'intéresse particulièrement parce que je suis convaincu, effectivement, que faire, c'est penser. Mais là où j'ai une question à te poser, c'est que dès lors qu'on bascule dans le domaine de la recherche, est-ce que participer, c'est pas finalement polluer le territoire de territoire de recherche par un regard partisan? Comment est-ce que participer et faire de la recherche sur un territoire, c'est pas finalement introduire un biais pour le chercheur? C'est une question que je trouve assez passionnante. Je pense que c'est une des grosses questions que j'ai envie d'observer pour la suite, parce que il me semble que cette question de la fabrique de l'objectivité a été traitée ces 10-20 dernières années, notamment par des personnes comme Bruno Latour, par exemple, que ces théories de l'acteur réseau dont je m'inspire en réalité quand je travaille sur la question des communautés d'intérêt. En fait, je me base sur ces logiques-là. C'est celle de la fabrication de la vérité, et que actuellement, dans des temps d'incertitude, c'est pour ça aussi que je me repose à un moment donné sur Arthur Escobar, la question des pluriverses, et que je vais aussi vers cette idée de technocritique. Il s'agit non pas de produire un régime de vérité, mais de réouvrir la diversité des possibles. Et que, oui, la recherche doit être impliquée, et que c'est important, et qu'à ce moment-là, j'ai l'impression de dépasser justement cet horizon. Je ne saurais pas dire s'il est factice à ce stade, mais cet horizon d'objectivité, d'universalisme, au profit peut-être de quelque chose qui est plus, effectivement, alors je ne dis pas partisan, mais plus politique, plus impliqué. On voit que depuis quelques dizaines d'années, malgré les annonces scientifiques, les questions d'écologie et de leurs corollaires sociaux, des conflits géopolitiques ne sont pas pris en compte. Il me semble aussi à cet endroit-là que la posture de recherche se périme un petit peu. Comment faire? Et c'est un petit peu à ça, en fait, en réalité, que cette posture cherche à venir... Enfin, c'est ça que ça cherche à chahuter, quoi. Après, tu y réponds en nous disant qu'il faut faire attention à cette limite extractiviste. Voilà. Après, ça pose la question de comment on engage concrètement son territoire, ses différentes parties prenantes, pour s'assurer que, effectivement, on ne se retrouve pas dans cette logique-là, quoi. Bah, je pourrais y répondre peut-être pour entamer quelque chose avec aussi très pragmatiquement, hein, ce qu'on se dit à la ferme. Après quelques années de développement du projet associatif, je crois que ça doit être encore une punchline de Samuel Chabré, la question du financement des personnes qui contribuent à des espaces d'élaboration de pensée, à des mouvements et des évolutions des territoires, plutôt que du financement des structures, c'est quelque chose qui se présente à nous. Et donc là, actuellement, quand je suis en train de m'intéresser à une thèse, je suis en train de faire un double mouvement. Je suis en train de m'intéresser à documenter et poursuivre des gestes qu'on a entamés et qu'on va continuer d'entamer, enfin de produire. Et de l'autre côté, à continuer d'alimenter un espace réflexif qui bénéficie à pas mal de monde autour. Donc rien que par le fait de la pensée, ce serait mensonger de dire qu'en fait, il n'y a pas une implication directe. Et je trouve que c'est assez important de remettre ce fait pragmatique des modèles économiques à cet endroit-là, et de se dire bien sûr que venir travailler en tant que chercheur, thésard, par des dispositifs expérimentaux, comme le design peut le permettre, comme la recherche en design peut le permettre, ça va être nécessairement contribuer. Et que se penser hors, c'est très très compliqué, je trouve. Avec la difficulté d'avoir une diversité d'environnement pour faire des expérimentations, et puis derrière pouvoir extrapoler pour en faire des généralités. Exactement. Et là, pour cet aspect-là, si une construction de base se situe avec l'intention du Thierry de la Martinière comme un espace d'expérimentation, les potentiels vis-à-vis de cette question de design des territoires
sont assez ouverts avec les dernières nouvelles culturelles qui ont été mises en place. Bien, il nous reste peu de temps, mais je vais quand même conclure un petit peu. Merci beaucoup, Tom. Moi, j'ai corrigé ton dossier professionnel. Alors, j'ai beaucoup aimé sa structure, le parti pris de narration qui remet en perspective ton cheminement professionnel. C'était clair comme le cristal. Le correcteur, donc moi, j'ai regardé, voilà, j'ai été impressionnée par la grande cohérence et la persistance de tes engagements. On le ressent, et puis c'est pas, voilà, c'est exprimé simplement, en fait, on le sent, c'est posé là. Tu le déclines à plusieurs niveaux et dans plusieurs contextes. Tu as toujours le souci d'implémenter, de faire vivre l'innovation durable ou responsable, notamment par une pratique réflexive. On voit que ça te permet de faire évoluer tes approches, tes outils, de documenter ta démarche, de faire progresser un état de l'art. Je te félicite aussi pour le soin de la rédaction. Les exposés sont pédagogiques et synthétiques, ils sont toujours très documentés, les références spécifiées. Et alors, rien que le coup, c'est bête, hein, mais quand tu donnes une référence, tu as trouvé un système, une interface pour qu'effectivement, on l'ait tout de suite, en fait, on n'est pas obligé de porter à la fin, ou c'est pas un truc qui déborde sur le côté du texte. C'est rien, mais ça montre un souci de ton lecteur, de ton usage. Voilà, une sollicitude qui fait plaisir à recevoir. Donc pour moi, ce dossier démontre une pertinence complète avec le référentiel de certification, le texte et le titre d'expert en stratégie d'innovation responsable par le design. Et je pense même que ça pourra nourrir avec bénéfice les débats pour l'évolution de la certification. Voilà, félicitations. Merci. Nous allons donc délibérer avec beaucoup de suspense. Je vous remercie de votre attention et vous demande de nous attendre dans la salle d'à côté, enfin dans la pièce d'à côté. Et je remercie Marcelin Dellin pour la régie. Et je donne rendez-vous aux personnes qui nous suivent en direct demain matin pour les prochaines soutenances. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.